quelque sorte. Il y a une espèce d'ignorance mutuelle de l'importance de développer des mécanismes de communication, journaux, j'en passe. Et aussi la représentation diplomatique du Maroc est faible en Afrique australe. Les idiots marocains tardent à s'aventurer sur le terrain de l'Afrique australe en dépit des opportunités qu'ils recèlent. Le renforcement des relations entre le Maroc et les pays d'Afrique australe nécessite la réactivation des commissions mixtes dont je parlais tantôt, l'accroissement de la présence diplomatique du Maroc en Afrique australe. Et ce que je vous dis, que l'année dernière, en venant me rendre au Botswana, c'était hyper compliqué. C'était un parcours de combattant. Ça signifie qu'il n'y a pas de présence diplomatique du Maroc au Botswana. Et donc, ça, c'est déplorable en quelque sorte. L'implication du secteur privé, l'établissement des liaisons aériennes, ça c'est très important, ça peut se faire par le biais. Le Maroc, la Royal Air Maroc dessert déjà l'Angola, il peut faire de l'Angola un hub régional pour connecter le Maroc à l'Afrique australe via l'Angola. Ça peut être très important. En effet, le Maroc peut jouer à travers certaines initiatives un rôle clé dans le rapprochement entre l'Afrique francophone et anglophone. L'initiative marocaine des pays africains riverains de l'Atlantique Sud est louable. Il peut contribuer à cet effort de rapprochement entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. L'Angola peut jouer le rôle de tête de pont des idiots marocains en Afrique australe, de l'importance de développer l'axe Luanda, Lusaka, Gaborone. C'est très important. L'agriculture, le développement humain et les énergies renouvelables peuvent être des domaines privilégiés de la coopération avec le Maroc. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai été assez indulgent pour le dernier intervenant. Pas le dernier, Comme c'était le dernier sur ma liste, il a profité de sa position. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, le dernier. C'est Zachary. C'est l'inconvénient de la liste remaniée finalement. Oui. Je me suis perdu. Alors quel est le dernier? Salam alaikum. Tout d'abord, donc, je tiens à présenter mes remerciements donc, à la Fondation Fikr, notamment M. Delouiche pour cette invitation. Je tiens aussi à souligner l'importance de ces thématiques liées donc, à l'Afrique. En fait, il s'agit d'une thématique de grande importance sur le plan national comme sur le plan international. Sur le plan national, au Maroc, juste récemment, donc, il y avait plusieurs manifestations scientifiques qui ont été consacrées donc, à l'Afrique et le Maroc. Et sur le plan international, comme nous le savons tous, au mois de décembre 2013, donc, il y avait le sommet Afrique-France. Le mois d'avril 2014, donc, il y avait le sommet Afrique-Union européenne. Et prochainement, le mois d'août 2014, donc, il y a le sommet États-Unis-Afrique. Ceci témoigne réellement d'une grande importance de l'Afrique sur le plan international. Et dans ce sens, donc je pense qu'il est légitime, voire très légitime, de s'interroger sur la politique africaine du Maroc. C'est-à-dire quelle est la perception du Maroc vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de son voisinage africain. Il est important en même temps de souligner que la relation importante et historique entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne n'est pas à démentir. C'est une relation historique, culturelle et aussi religieuse. C'est une relation qui a commencé à prendre de l'ampleur et de l'importance, notamment pendant ces dernières années, et exactement depuis l'avènement du roi Mohamed VI. Et donc je saisis l'occasion pour répondre à une interrogation qui a été relevée tout à l'heure par l'un des intervenants, que le retour du Maroc actuel en Afrique, en fait, c'est pas un retour de crise. Le Maroc, comme je viens de souligner tout à l'heure, donc, détient des relations très fortes avec l'Afrique depuis des siècles. Le retour actuel, il s'agit plutôt, c'est un retour en force, qui est dû à une conjoncture internationale. D'une part, effectivement, donc, il y a la crise financière, la crise internationale, c'est-à-dire une crise du Maroc vis-à-vis de ses partenaires européens. Il y a aussi effectivement le problème de l'intégration maghrébine, mais surtout, et c'est le plus important, donc il y a les événements de printemps arabe qui se sont libérés de l'Afrique, de l'ancien colonel Muammar al-Kadhafi, et qui a permis au Maroc effectivement de se positionner. Autrement dit, dans le passé, cette possibilité d'incursion du Maroc
de s'apercer vers l'Afrique était un petit peu difficile pour ces raisons. Donc pour aller très loin, donc, j'aborde rapidement mon intervention liée à la politique africaine du Maroc selon 3 points essentiels. Le premier point lié aux caractéristiques de cette politique. Deuxième point, c'est les acteurs qui mènent cette politique. Et le troisième point, il est lié aux défis et limites qui entravent cette politique. On part rapidement dans un constat qui est facile, que l'Afrique elle est convoitée et c'est un champ de bataille, de rivalité entre les grandes et les classiques puissances et les puissances émergentes. Et effectivement, donc, il est normal de se demander comment le Maroc se positionne dans sa relation avec l'Afrique. Donc rapidement, les caractéristiques ou les traits sillants de la politique africaine du Maroc, ils peuvent retenus dans ce schéma. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une coopération bilatérale, c'est une coopération multisectorielle et multidimensionnelle, et en même temps, c'est une politique qui mise davantage sur le soft power. Coopération bilatérale. Comme nous le savons tous, après la sortie du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine, on peut dire qu'il était contraint de sortir par la porte pour retourner par la fenêtre. Autrement dit, depuis la sortie du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine, donc il n'a pas cessé les efforts afin de maintenir des relations fortes et solides avec son voisin africain. Dans ce sens, le Maroc a maintenu des relations solides et fortes avec plusieurs pays africains, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays de l'Afrique de l'Est. Dans ce cadre, le Maroc a conclu plusieurs accords et a ratifié et a signé en même temps plusieurs accords dans différents domaines avec plusieurs États. En même temps, le Maroc détient des relations fortes avec ces pays, dans le sens où il y a une proximité qui est liée à l'histoire, à la langue française, mais aussi des intérêts économiques qui illustrent la vitalité des entreprises qui s'y implantent. Effectivement, on attend, ou en absence d'un accord de libre-échange, soit bilatéral ou multilatéral, les relations bilatérales demeurent effectivement insuffisantes. Deuxième point, donc, il s'agit d'une coopération multisectorielle, voire multidimensionnelle. On peut dire que le Maroc peut se démarquer par rapport à d'autres pays dans leur politique étrangère, voire leur politique africaine, dans le sens où la coopération du Maroc est multisectorielle, donc il englobe le volet militaire, migratoire, spirituel, culturel, social, économique et sécuritaire. Donc je m'explique rapidement. Donc sur le plan économique, comme nous le savons tous, pendant ces dernières années, la présence économique marocaine en Afrique est de plus en plus ressentie. Le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique de l'Ouest et le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le premier investisseur et le deuxième sur le continent. Plusieurs sociétés marocaines dans plusieurs secteurs se sont implantées en Afrique et ils couvrent plusieurs activités, plusieurs domaines, dans l'exemple de l'assurance, le domaine des banques, le BTP et je m'en passe. À ce stade, la présence marocaine en Afrique, donc elle était plus visible, notamment pendant ces dernières années, lors de la construction du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le volet spirituel aussi, c'est un élément, on peut dire, qui est très 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 important, qui est essentiel, qui permet au Maroc, effectivement, de se démarquer par rapport aux autres pays, aux autres puissances. Dans le sens où la relation religieuse entre le Maroc et ses pays africains ne s'est jamais démentie au fil des siècles. Le roi du Maroc se déplace sur les terres africaines auréolé de son titre de commandeur des croyants, porte le flambeau d'un islam modéré. En effet, l'Afrique de l'Ouest est une plateforme religieuse de 190 millions de musulmans, auprès desquels l'islamisme radical fait volontiers son marché. Dans ce sens, l'islam malikite inspiré par le Maroc peut constituer un référentiel sofi prôné par le Maroc, constitue un vrai contrepoids et un vrai levier d'influence. Dans ce sens aussi, il faut ajouter que le Maroc, pendant ces dernières années exactement, est allé dans le sens de former des imams et de construire et à rénover plusieurs dizaines de mosquées dans plusieurs pays africains.
Donc il y a aussi le volet culturel et social, donc je passe rapidement. Donc il s'agit d'une formation des étudiants donc, africains au Maroc qui arrivent effectivement à avoir des bourses donc, par le gouvernement marocain. Il y a aussi donc l'aide au développement au Maroc, en fait que le Maroc alloue donc chaque année au pays de l'Afrique subsaharienne à environ 300 millions de dollars chaque année, ce qui comporte donc une contribution très importante. Donc il y a le volet migratoire. En fait, le Maroc a adopté en 2013 et il va dans la voie d'adopter une politique migratoire sud-sud-sud. Rapidement, donc, cette initiative, donc, on peut dire qui est audacieuse, qui a suscité l'encouragement et l'enchantement de plusieurs organisations internationales et des États. Donc, il y a aussi le volet sécuritaire et militaire dans cette coopération multidimensionnelle, donc je me passe. Donc, comme je disais, c'est une politique qui mise davantage donc, sur le soft power. Donc, contrairement donc, à d'autres pays, notamment donc, l'Algérie, qui dispose de moyens financiers, on peut dire, colossaux, le Maroc est loin de cet état. Donc le Maroc peut s'appuyer sur le pouvoir d'influencer sur une puissance douce, c'est-à-dire une forme indirecte mais extrêmement efficace d'exercice de la puissance. Le soft power, c'est le pouvoir d'influencer, la capacité d'attraction dont peut bénéficier un pays. En fait, le Maroc, en absence de moyens financiers et de moyens importants sur le plan militaire, peut se rattraper ou peut avoir la possibilité de se rapprocher de plus vis-à-vis de l'Afrique à travers donc, la carte religieuse. En effet, le roi Mohamed VI, en vertu de la constitution de 2011, c'est le commandant des croyants. Toujours, donc, quand il se déplace donc, en terre africaine, toujours il est accueilli comme un chef religieux auréolé du prestige de chef descendant de prophètes. Donc les acteurs de la politique africaine du Maroc, on peut dissocier... Merci, il va falloir... D'accord, donc juste une minute et je termine rapidement. Donc rapidement, donc, il y a des acteurs donc, qui mettent en valeur, qui mettent en place donc, cette politique. Il s'agit d'une part dans l'institution royale, donc la diplomatie traditionnelle, le secteur privé et la diaspora. Donc j'arrive donc rapidement aux défis et limites de la politique africaine du Maroc pour dire que à l'heure actuelle donc la politique africaine du Maroc donc elle est concentrée sur les pays uniquement les pays francophones et notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Or les pays de l'Afrique anglophone, notamment l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, se sont marginalisés. Donc effectivement donc il y a une sorte de rivalité d'influence kenyane et sud-africaine dans la région. J'ajoute l'absence d'un accord de libre-échange bilatéral et multilatéral. En même temps, donc, il y a un problème d'absence de lignes maritimes régulières. En même temps, donc, il y a un problème des moyens limités qui sont au-dessous du potentiel du Maroc. Et là, donc, la possibilité qui se propose, c'est la coopération multipartite, voire tripartite, qui pourra, avec la présence du Maroc et d'autres pays, permettre d'avoir des investissements donc, au Maroc. Rapidement, donc je signe pour terminer que le Maroc doit parfois se faire discret dans la mesure où l'agressivité diplomatique et économique du royaume n'est pas sans susciter quelques réserves et irritations dans certains milieux africains et internationaux. Et effectivement, donc ce n'est pas un hasard si la tournée royale en Afrique en 2014 a été suivie de plus près par les grands décideurs internationaux et pour les médias. La politique africaine au Maroc, c'est un processus en cours. C'est un choix stratégique du Maroc. L'activisme du Maroc n'est pas conjoncturel, il est le fruit d'un travail de longue haleine des différents acteurs marocains. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Là, nous avons bouclé la boucle cette fois-ci, je crois. Les organisateurs ont disparu de la... J'aimerais bien avoir des indications. On va avoir un petit temps de discussion, comme c'est le cas pour tout le monde. Oui, allez-y. Mais j'aurais aimé savoir combien de temps on peut consacrer. 20 minutes, hein, 20 minutes, parce ok. que là, la pause café est prête, donc on va prendre 20 minutes. Voilà. Bon, avec le reste de l'Afrique, et en particulier avec l'Afrique
au sud du Sahara et nous nous en félicitons. Mais il faut avoir conscience du fait qu'à un moment donné, les pays d'Afrique au sud du Sahara se sont posés quelques questions. Parce que ça n'a pas été immédiat et ça n'a pas été évident d'entrer de jeu. Il y a une période de flottement où le Maroc regardait davantage vers l'Europe, on le sait, l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée, etc. Ce sont des choses que les Européens ont brandies pour, je dirais, divertir un peu l'Afrique du Nord et l'éloigner de l'Afrique au sud du Sahara. Parce que l'Europe cherche à se protéger, dans ma vision des choses. Et je crois qu'il a fallu que nos amis du Maroc et d'autres pays se rendent bien compte de ça et reviennent à leurs fondamentaux, je dirais, c'est-à-dire le continent auquel ils appartiennent et avec lequel ils ont le devoir de construire quelque chose de solide et quelque chose de durable. Et c'est avec le roi Mohamed VI que le royaume s'est engagé de façon volontariste dans cette direction-là et il faut s'en féliciter. Maintenant, les pays africains sont prêts à jouer le jeu. Je suis en train de préparer une recommandation de cette réunion pour proposer qu'il y ait davantage d'échanges et davantage de discussions dans cette région sur les relations entre justement l'Afrique, le Maroc et le reste du continent africain. Parce que là aussi, on ne peut pas construire s'il n'y a pas de discussion qui pète en dehors des sphères gouvernementales, qui prépare l'opinion publique. Il faut que les chercheurs de part et d'autre, les acteurs de la société civile se rendent bien compte du fait que ce sont c'est ça les choix, et ce sont des choix logiques, ce sont des choix qui doivent mobiliser l'ensemble des acteurs pour pouvoir donner les résultats qu'on espère. Et j'espère que une conférence comme celle-ci pourra aboutir à cela. Je n'en dirai pas plus parce que je sais qu'il y aura d'autres occasions de se voir et de continuer ces discussions-là. Mais encore une fois, je voudrais féliciter la Fondation pour avoir initié cela parce que j'espère que quelque part, ce sera un nouveau cours politique qui est engagé à côté de l'action du roi et de son gouvernement pour que les autres acteurs, les chercheurs, etc., assument collectivement ce destin africain, mais qui est un destin d'ambition, un destin de présence sur la scène internationale avec nos ambitions propres et nos victoires propres que nous devons construire ensemble. Voilà quelques observations que je voulais faire sur la base des interventions des uns et des autres. Maintenant, j'ouvre une liste assez... bon, monsieur. Ensuite, Bill. Et c'est non africain, Belkacem. Oui, de toute façon, nous sommes tous africains. Il n'y a pas de risque de faire autre chose. Ensuite, Oui, ici. comment il s'appelle? Ici. Ah. Ensuite, il y a quelqu'un par ici aussi, non? Ça y est. Bon, j'ai 4 intervenants. Dans les temps qui courent, c'est pas mal déjà. Je vous donne la parole. Seulement une petite remarque à notre ami Chkwandi, surtout la carte qu'il a présentée, la première carte de situation de l'Afrique australe, qui comporte une très grande anomalie à qui je demande de la rectifier dans sa présence, surtout au niveau de la publication. S'il y a une publication, c'est une carte qui porte une très grande anomalie qu'il faut rectifier. En tant que directeur d'Institut des Sud-Africains, en tant que Marocain, je suis là justement pour remarquer cette fois. Voilà. D'accord. Bien. Monsieur Belkacem. C'est ça. Alors, bonjour, nos invités les Africains, Monsieur le Président, les organisateurs et la présence ici. Oui, alors ma première question. Le Maroc et l'Afrique. Le Maroc, est-il un pays africain ou européen? Entre le Maroc et l'Afrique, des kilomètres, des milliers de kilomètres,
entre le Maroc et l'Europe, 13 kilomètres. Un. Pour l'international socialiste, est-ce qu'il existe encore? Y a-t-il des socialistes au Maroc? Moi, j'étais les années 70, un petit militant de l'UDEN, pépinière des socialistes. Ces socialistes-là qui sont devenus de hauts responsables et qui ont changé de veste. Existe-t-il ici? Moi, j'ai honte à leur place. Mais ici, ce sont de purs socialistes, les gens du peuple, qui n'ont pas changé la progression. Alors, la présence, alors, c'est difficile des fois de parler sincèrement. Par exemple, l'Afrique, il y a ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, les États-Unis de l'Asie, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? D'accord? Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que nous ne sommes pas aptes à former un parlement africain, une justice africaine, une armée africaine, et ne pas laisser les Européens se moquer de nous, et nous faire battre les uns contre les autres pour nous vendre leurs armes et leurs chocolats. Et lâcher le chocolat naturel de chez nous, le phosphate naturel de chez nous, et ils nous le revendent à des prix exorbitants. Est-ce que les Africains comptent sur eux-mêmes? Nous avons, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, etc. Leurs jeunes ont fait le transfert de la technologie. La technologie appartient à tout le monde. Mais nous, les Africains, ils restent en Europe avec les blondes. Et ils oublient leur pays. Pourquoi? Et merci. Merci. Bon, Emmanuel Goulou, tu as la parole. Merci. Avec toutes mes excuses, chers camarades, une question vient d'être posée et j'ai l'impression que je peux me donner, si vous permettez, une minute pour répondre. Le camarade demandait s'il y a encore des socialistes. Vous êtes socialiste? Alors, je suis. Apparemment, Tout le monde là. Théoriquement, on est tous socialistes, mais pratiquement, on est socialiste. Non, on est bourgeois, des petits bourgeois qui veulent devenir de grands bourgeois malheureux. Nous sommes. Je suis le président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Et nous avons près de 40 partis membres en Afrique. Il y a une vingtaine qui sont au gouvernement en tant que socialistes. Nous sommes la plus grande alliance mondiale avec 198 partis au monde. Et nous avons notre prochain conseil à Mexico à la fin de ce mois. Pourquoi Mexico non pas en Afrique du Sud? S'il vous plaît, on Ça te interrompt regarde pas. pas, il y a un président. Il y a un comité d'organisation. Il y a un comité d'organisation. Le président vous demande maintenant de respecter la discipline de la réunion. Donc, je ne vais pas aller plus loin puisque je crois que vous savez ce que nous sommes en train de dire. Nous allons continuer le combat tel que nous le pouvons dans le cadre de l'Afrique et aussi au niveau du monde entier. Je voulais juste dire, mais pas me moquer de choses, d'un titre, mais vous amenez à une interrogation. J'ai vu que le premier esprit de ce soir, c'est l'Afrique face à l'agenda des grandes puissances. C'est comme ça que la question est posée. Et à côté, je me dis, mais il y a une question qui doit venir, c'est qu'on peut demander l'Afrique et son agenda vis-à-vis des grandes puissances. Quel est l'agenda? Quel est l'agenda de l'Afrique vis-à-vis des grandes puissances? Je souhaite qu'à la prochaine rencontre ici, la Fondation Freud nous amène à réfléchir sur ce sujet. Donc c'est ce que je voulais suggérer.
Deuxième chose, nous sommes au temps de la réflexion, au temps des réflexions. Il y a tellement de réflexions dans chaque pays, autant de réflexions en Europe, sur l'Afrique. Et je me demande si nous allons continuer à ne réfléchir que sur l'Afrique. Et j'avais l'impression de dire que normalement c'est le temps de l'action. Si nous n'engageons pas des actions maintenant, comme cela a été dit ce matin, dans 50 ans, nous n'aurons rien constaté comme changement sur le continent. Donc, nous devons également retenir de mettre en œuvre les recommandations si nombreuses, un peu partout dans les universités. Retenons que c'est le temps de l'action. René Dumont avait écrit au départ que l'Afrique noire est mal partie. Tout le monde a lu ça ici. La dernière fois, j'étais dans un pays en Afrique centrale et j'ai trouvé un beau livre intitulé Why Africa is Poor. J'ai repris le livre, j'ai lu, je me suis retrouvé avec ce que disent les autres. Il y a 50 ans, non plutôt en 2010, on a fait les conférences sur le cinquantenaire des indépendances en Afrique. En 2010, je crois. Il y avait une conférence au Cameroun, il y avait une au Togo, il y avait une au Bénin. J'ai assisté aux 3 conférences et je me suis levé un matin, je voulais comparer les conclusions de ces conférences. Je me suis retrouvé avec les non-conclusions en matière d'idées, en matière de solutions. Nous avons suffisamment produit. C'est le temps de la mise en œuvre. Et je voudrais que lorsque nous nous retrouvons au cours de cette conférence, que nous pensions à la mise en œuvre des idées qui sont déjà là pour pouvoir démarrer quelque chose. Car sans démarrage, nous ne pourrons pas avancer. Donc, je recommande fortement, dans nos prochaines discussions, nous pensions à la mise en œuvre des idées que nous retenons. Voilà ma suggestion. Merci. Merci. Saïd, ici. Bonjour, bonsoir pour le conférencier, pour les intervenants. Bon, j'ai une seule observation et 2 recommandations. La première concernant l'intervention de M. Zakaï. Vous avez concentré sur le rôle d'une partie, d'une personne marocaine envers l'Afrique. Vous avez nié les efforts historiques des partis politiques et aussi de société civile. Vous avez pris le plaisir de couronner donc, ces 2 jours de débat et d'intenses échanges, et qui sont pour nous un moment pas uniquement de clôture, mais plutôt pour mieux rebondir. Rebondir sur le futur, rebondir sur les questions qui n'ont pas été soulevées ou qui n'ont été que approximativement touchées, approchées. Et c'est peut-être l'occasion de dessiner cet avenir qui va prendre forme